Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. À la une de l'actualité, bilan du sommet États-Unis-Afrique. Le continent a obtenu de Washington la création d'une force d'intervention et des promesses d'investissement, entre autres. En 2011, le chef de l'État tchadien Idriss Déby Itno s'est engagé à prendre des mesures fortes en vue de l'émergence. 3 ans après, où en est-on? Élément de réponse dans ce journal. Et puis, au Sud-Soudan, l'éducation s'invite au théâtre à travers une pièce qui traite des nombreuses difficultés que rencontrent les jeunes filles en milieu scolaire, découvertes dans cette édition. Après le sommet Afrique-États-Unis, l'heure est au bilan. 33 milliards de dollars d'engagement américain en Afrique ont été annoncés. Et outre l'aspect économique, les deux continents se sont engagés à intensifier les relations bilatérales et ce, dans tous les domaines. Le point avec Paul de Singwe. Ils étaient tous présents ou presque. 50 pays africains sur 54 et de nombreux observateurs. Sur le plan de la participation, l'Afrique a répondu massivement à l'invitation des États-Unis. Et s'ils ont été nombreux au rendez-vous de Washington, c'est parce que, tous le savent, les États-Unis constituent un vaste marché pour le continent africain. Les États-Unis constituent une grande zone de prospérité et surtout de capacité de création, d'innovation. Et je crois que l'Afrique, depuis ces dernières années, a aussi beaucoup progressé dans la formation de sa jeunesse, du capital humain. Et il était indiqué que par rapport à cela, nous puissions ouvrir nos regards vers cet horizon américain pour voir comment cela peut apporter dans les échanges des possibilités d'emploi, d'insertion de nos jeunes dans la production économique de nos États. À l'issue du premier sommet États-Unis-Afrique, le continent africain obtient des États-Unis la création d'une force d'intervention et des promesses d'investissement. Par ailleurs, le président Barack Obama a d'ores et déjà annoncé une aide publique de 33 milliards de dollars vers l'Afrique. Ce sont là des actes qui traduisent la volonté des États-Unis de renforcer sa coopération économique avec le continent. Parce que l'Amérique aussi doit sentir son intérêt aujourd'hui plus que par le passé. Voilà, parce que, comme vous le savez, les États-Unis ont beaucoup investi aussi en Asie, parce que c'était d'un intérêt précis. Aujourd'hui, nous pensons que les États-Unis comprennent qu'avec la Chine qui se déploie, avec d'autres BRICS et autres qui bougent, il est certain que l'Afrique devient aussi intéressante pour les États-Unis. Donc c'est une rencontre de deux intérêts, je crois, et cela fait que nous pensons qu'il n'y a pas rien n'est tard, il vaut mieux toujours prospecter. En renforçant sa coopération avec l'Afrique, le président Barack Obama espère rattraper le retard des États-Unis dans ses relations géopolitiques et économiques avec l'Afrique. Et la redéfinition des relations entre l'Afrique et le reste du monde était un enjeu essentiel au cœur de ce sommet. Pour peser davantage sur la scène internationale du point de vue économique, l'Afrique doit s'unir et s'industrialiser. Guillaume Durand. Si la vague des indépendances a mené l'Afrique vers l'émancipation politique, la mainmise économique des puissances occidentales sur le continent freine son développement. À l'heure du sommet États-Unis-Afrique, l'ambition du continent est de redéfinir ses relations avec le concert des nations. La priorité pour l'ensemble des observateurs est de transformer la matière première sur place plutôt que de la vendre non transformée. Nous devons nous concerter pour savoir où est-ce que nous amenons l'Afrique. L'Afrique a tout pour aller de l'avant. Mon problème est simple. Si vous voulez le cuivre du Congo, venez amener vos machines ici. Le code des investissements est là, vous vous y conformez, le cuivre est à vous. Et on ne choisit pas des nations. Chinois, Rwandais, Ougandais, Américains, Français, Congolais, tout le monde. Mais ce que nous recherchons, on crée l'emploi, nous nous approprions cette technologie et nous quittons cette honte où le cuivre part d'Ikatanga, il va en Inde et quand on le transforme, on nous amène les câbles électriques que nous achetons 4 fois plus cher. Une véritable union de la totalité des nations du continent face à ces questions économiques est par ailleurs essentielle. Chacun va s'adresser individuellement à la Chine, chacun individuellement à l'Amérique et à l'Europe,
évidemment, nous sommes dans une sorte d'oligopole. À ce moment-là, c'est lui qui achète, parce qu'il peut s'adresser à la Guinée-Conakry, il peut s'adresser à la Zambie. Il dit, bon, si vous ne voulez pas, je donne à l'autre. Et donc, il n'y a pas de politique concertée pour que nous créions une force qui va nous permettre d'être très forts dans cette guerre de mondialisation où le problème de l'eau, le problème du réchauffement climatique, le problème de la faim dans le monde, le problème des raretés des minéraux se posent et l'Afrique est le réservoir pour le moment. L'industrialisation de l'Afrique est pour les spécialistes une nécessité. Le continent doit en effet cesser d'être un réservoir de matières premières et transformer sur son sol ces matières pour peser davantage au niveau international du point de vue économique, un préalable pour redessiner les contours des coopérations avec les différents partenaires. Dans le reste de l'actualité, un tribunal égyptien a condamné à la peine de mort Mohamed Badié, leader des frères musulmans, ainsi que 13 autres membres de la confrérie pour incitation à la violence lors des manifestations. Le jugement a été transmis ce jeudi. Le verdict final, lui, sera rendu le 30 août prochain. Pour rappel, c'est la 3e fois que Mohamed Badié est condamné à la peine capitale. Les femmes et les jeunes seront au centre de mon attention, c'est ce qu'avait déclaré le président tchadien Idriss Déby Itno en août 2011. Il venait alors d'entamer son 4e mandat. 3 ans après, le bilan semble positif, mais les attentes restent nombreuses, notamment dans les domaines de l'énergie et de l'emploi des jeunes. Un reportage de notre correspondant Daniel Aboki. 8 août 2011, 8 août 2014, il y a 3 ans que le président Idriss Déby Itno s'est engagé à transformer le Tchad en un pays émergent à l'horizon 2020. Après les 3 premières années de l'investiture de son 4e mandat, les citoyens de la capitale apprécient à leur manière le bilan. Là, un peu partout aujourd'hui, on voit que certains hôpitaux aujourd'hui, ils ont aménagé des choses. Les mamans peuvent aller mettre dans les quartiers, déjà là où il y a les centres de santé, peuvent déjà accoucher là-bas librement et sans problème. Dans le domaine des télécommunications, par exemple, tout récemment, les opérateurs économiques, on a eu les licences de 3G et 4G. Et surtout pour le 4G, c'est la première fois en Afrique centrale qu'un opérateur lance la licence 4G. Dans les domaines agricoles et pastoraux, le Tchad a des atouts à faire valoir. Le pays dispose de 39 millions de terres arables dont 6% seulement sont exploités, des potentiels que le pays doit rentabiliser à l'ère de la Renaissance pour assurer son développement. Qui laisse au moins l'opportunité à toutes les entreprises qui ont au moins peut-être privées, qui s'installent au pays parce que pour qu'ils ne les bloquent pas. Ce qui va donner au moins peut-être aujourd'hui la chance pour nous, ces jeunes diplômés qui viennent juste de sortir de l'école, c'est au moins peut-être cette chance-là que nous attendons. Mais aujourd'hui, nous voyons que la fonction publique ne peut pas nous maintenir aujourd'hui. Donc la seule chose pour nous, c'est pour que les entreprises viennent, les sociétés se créent, et là nous pouvons avoir la chance. Le chef de l'État, Idriss Déby Itno, promet une renaissance nationale dans tous les secteurs d'activité. Une vision politique louable, mais qui pourrait se heurter à de gros défis, dont le plus important reste l'énergie. Le développement, la création de valeur ajoutée, c'est l'énergie qui est à la base. Même tous les autres défis à être relevés, qui doivent être relevés, c'est la question de l'énergie qui est importante. Parce que sans énergie, il n'y a pas l'emploi, il n'y a pas la création de richesses. Et je pense que si on veut relancer le développement, si on veut faire de la croissance économique, cette question d'énergie est un défi le plus sérieux que le chef de l'État doit relever. Le 3e anniversaire de l'investiture de ce 4e mandat sera l'occasion pour l'État de réaffirmer son engagement à faire du Tchad la vitrine de l'Afrique centrale. Des réformes éducatives ou encore économiques sont attendues dans les prochains jours. Elles permettront au gouvernement de renforcer sa politique pour les 2 prochaines années. La République démocratique du Congo et le Rwanda travaillent ensemble pour la démarcation de leurs frontières communes. Une équipe technique mixte va être mise sur pied dans cette optique. Elle aura pour mission de retracer les bornes en se basant sur les données du protocole d'accord intervenu en date du 25 juin 1911 entre la Belgique et l'Allemagne, pays colonisateurs respectivement de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Culture à présent, scène improvisée, costumes traditionnels et spectacles à vertu. Au Sud-Soudan, tout est mis en œuvre pour amener la population à s'intéresser à l'éducation des filles et aux nombreuses difficultés qu'elles rencontrent au quotidien. Et cela se fait à travers une pièce théâtrale intitulée « L'éducation pour le peuple, une priorité » Aminata Diak.
le conflit politique que connaît le Sud-Soudan depuis décembre 2013 affecte la vie quotidienne des populations. Pour autant, ils sont nombreux à se battre pour garder une activité normale. À Juba, la capitale, un groupe d'artistes sensibilise à la cause des jeunes en difficulté, notamment la situation des jeunes filles face à l'éducation, la violence domestique et le mariage précoce. Ils sillonnent le pays pour présenter leur spectacle intitulé « L'éducation pour le peuple, une priorité ». Nous sommes allés au marché pour faire un sondage sur les problèmes qu'ils avaient dans leur communauté. Nous voulions savoir pourquoi ils ne scolarisent pas leurs jeunes filles. À partir des éléments du sondage, nous avons écrit les scripts de nos pièces de théâtre. Durant leurs prestations, les acteurs encouragent le public à participer et même à avoir une discussion à la fin de la pièce de théâtre. À mon avis, la communauté pourrait beaucoup apprendre de ces pièces de théâtre car c'est un bon moyen d'éduquer la communauté et cela pourrait nous aider à changer certaines mauvaises habitudes dans nos traditions au Sud-Soudan. Pour soutenir sa cause, la troupe de théâtre collabore avec l'ONG internationale Free Press Unlimited qui travaille avec les communautés marginalisées. Cet appui leur permet de toucher toutes les communautés locales afin de donner de l'impact au message qu'ils véhiculent. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition du Non-Stop Info sur Africa 24.